Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. À la une cette semaine, Gustavo Petro, grand vainqueur du premier tour de la présidentielle colombienne. Pour autant, rien n'est encore joué pour le candidat de la gauche. Un invité surprise, l'indépendant Rodolfo Hernandez, pourrait jouer les troubles fêtes. Une semaine après la fusillade d'Uvalde, les démocrates réfléchissent toujours aux moyens de réformer la législation des armes à feu. Joe Biden promet de poursuivre ses efforts. A-t-il vraiment une chance de les voir se concrétiser? Décryptage avec Gauthier Rabinski. Le président américain qui avait convié cette semaine à la Maison-Blanche le groupe BTS, les stars sud-coréennes de la K-pop y ont délivré un message de tolérance. Ces dernières années, les crimes racistes en direction notamment des Asiatiques sont en nette hausse. La gauche colombienne a donc confirmé le week-end dernier son succès des législatives. L'ex-guerrillero Gustavo Petro est arrivé largement en tête du premier tour avec un peu plus de 40% des suffrages. En pole position donc pour le deuxième round, l'ancien maire de Bogota affrontera Rodolfo Hernandez, un millionnaire indépendant présenté souvent comme le Trump colombien. Attention, cet outsider surprise pourrait bien s'imposer lors du second tour. Son portrait tout de suite avec Ethan Nadji. Il y a quelques mois encore, c'était un parfait inconnu en Colombie. Rodolfo Hernandez, 77 ans, est l'outsider de cette campagne présidentielle. Un millionnaire populiste, autoproclamé roi de TikTok et des réseaux sociaux, désormais aux portes du pouvoir. Son thème de prédilection, la lutte contre la corruption. Le problème de la Colombie, son cancer au stade terminal, ce sont les politiciens qui dépouillent le pays de ses richesses. Des conseillers municipaux et autres responsables politiques qualifiés de rats ou de voleurs corrompus. Rodolfo Hernandez revendique un franc-parler jusqu'à abuser du langage familier. Dans les années 70, le candidat populiste fait fortune dans l'immobilier. En 2015, il est élu maire de Bucaramanga, la capitale du département de Santander. Rodolfo Hernandez est inculpé pendant son mandat dans une affaire de conflit d'intérêts, mais il continue d'étriller sur les réseaux sociaux la classe politique colombienne. Il a pourtant entretenu des liens avec elle en tant qu'homme d'affaires et espère aujourd'hui obtenir le soutien des partis traditionnels de droite. Tous ceux qui veulent m'apporter leur soutien, je les accueillerai. Les partis de tout horizon, qu'importe le sexe, la couleur, j'accepterai tous les soutiens. En revanche, je ne changerai pas de discours. Un discours anti-système et anti-migrant qui galvanise ses partisans, désormais convaincus de sa victoire. Ici, c'était un très bon maire. Grâce à lui, les gens ont pu travailler. Et les vendeurs de rue ont cessé de travailler illégalement. Et il y a des gens qui disent qu'ils ne connaissent rien en politique. Mais les conseillers servent à cela. Face au candidat de gauche favori du scrutin, Rodolfo Hernandez capitalise aussi sur la peur d'une partie des Colombiens de voir la gauche associée aux communistes s'emparer du pouvoir. Et sachez qu'à l'occasion de cette élection, nous nous sommes rendus avec l'équipe de Cap Amérique en Colombie pour réaliser une émission spéciale, un document consacré aux attentes de la jeunesse. Colombie, Génération, Accord de paix, une émission à voir ou revoir en ligne sur notre site internet www.france24.com. Le Brésil sera lui aussi appelé à voter dans 3 mois pour la présidentielle. En attendant, le nord-est du pays vit des heures particulièrement sombres. Une image choc pour vous en témoigner qui nous parvient de la région de Recife où des intempéries inédites ont provoqué de terribles inondations et des glissements de terrain. Les bilans ne font qu'évoluer à la hausse. Aux dernières nouvelles, on déplorait au moins 106 morts. Des dizaines d'autres personnes sont toujours portées disparues. Ces événements hors normes qui sont, selon les scientifiques, la conséquence du réchauffement climatique. Aux États-Unis, il y a une semaine, le Texas était victime d'une des pires tueries qu'ait connue le pays. Uvalde est d'ailleurs toujours bouleversé après la mort de 19 enfants et leurs 2 enseignantes abattues dans leur salle de classe. Les premières funérailles ont eu lieu ce mardi, celle d'Amerijo Garza, tout juste 10 ans. Elles se sont déroulées dans l'intimité de ses proches, partagées aujourd'hui entre douleur et colère. Malgré les tueries à répétition, malgré les drames donc, qui se répètent, les dirigeants américains ne parviennent pas à réformer en profondeur
profondeur la législation sur les armes à feu. Joe Biden a beau promettre ces derniers jours qu'il va faire avancer le dossier. Beaucoup restent très sceptiques. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour. Scepticisme et pour cause. Tous ceux qui avant lui ont essayé de réformer en profondeur. On pense évidemment à Bill Clinton, à Barack Obama aussi. Tous ont échoué. Et malgré la multiplication de ces actes, il faut savoir que depuis Uvalde, il y a eu 18 tueries de ce type-là. Alors, peut-être avec moins de morts, mais malgré tout, le principe, si j'ose dire, est le même. Ce à quoi vous faites allusion, c'est l'incapacité de la société américaine, non seulement à transcender le caractère partisan de sa politique nationale, mais aussi à s'interroger sur ses fondements culturels. Et par exemple, la situation actuelle, on la connaît, c'est qu'au Sénat, la majorité tient au fond à un fil pour les démocrates, puisque c'est la vice-présidente Kamala Harris qui est susceptible d'apporter la majorité au camp démocrate s'il le fallait. Et de même, de l'autre côté, à la Chambre des représentants, tout tient à la personne de Joe Manchin, qui est un démocrate pour le nom, sur le papier, et plutôt un républicain dans ses convictions. Et puis, si on va plus loin, il y a ce fameux deuxième amendement de la Constitution américaine, qui est quoi? Qui spécifie la liberté, non seulement de posséder des armes, mais ce principe absolu de liberté qui découle de ce qu'a été la Révolution américaine en 1776, c'est-à-dire s'émanciper d'une gangue britannique qui était très forte, sauf qu'on n'est plus à cette époque-là. Et que cet amendement, aujourd'hui, consacre plutôt un droit à la liberté d'adhérer à une tradition normative. C'est-à-dire que les Américains sont prisonniers de cette forme d'adhésion à la possession d'armes comme le signe d'une identité nationale. Certains disent aujourd'hui ça peut peut-être se jouer au niveau des États eux-mêmes. Il y a effectivement des États qui essayent de réformer. On pense à l'État de New York notamment, qui essaie d'instaurer ce permis sur le port d'armes. Sauf que la Cour suprême pourrait jouer les troubles faits. La Cour suprême qui est amenée à trancher sur cette question assez vite. Alors la Cour suprême, on la connaît. La plupart de ces, aujourd'hui, la majorité de ces juges ont été nommés par des conservateurs, dont Donald Trump. Le problème de la Cour suprême, c'est que ses membres sont un peu comme des mines antipersonnelles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que leur nocivité se prolonge au-delà de ceux qui les a nommés, c'est-à-dire là en l'occurrence Donald Trump, et qui ne correspond plus à la majorité politique d'un pays. Alors vous me direz, c'est normal, la Cour suprême doit signifier les fondements de la législation américaine et non pas révolutionner. Mais d'un mot pour terminer, si on dit qu'on respecte la tradition au fond c'est ce qu'on crée tous les jours quand on évolue. Aujourd'hui, nous créons la tradition de ce qui sera dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça, la majorité des Américains ne l'ont pas compris. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage. Ces dernières fusillades au Texas a en tout cas des conséquences sur le voisin canadien. Justin Trudeau a dévoilé un projet de réforme sur les armes de poing, un texte prévoyant le gel national de ce type d'arsenal, mais il risque fort de se heurter au vote du Parlement, le parti du Premier ministre ne possédant désormais plus la majorité. Jules Boiteau. Moins d'armes à feu pour plus de sécurité. C'est l'objectif affiché par Justin Trudeau. Le Premier ministre canadien a présenté un projet de loi visant à geler la possession et la circulation d'armes de poing dans le pays. Il ne sera plus possible d'acheter, de vendre, de transférer ou d'importer des armes de poing n'importe où au Canada. Nous devons réduire la violence armée et nous ne pouvons pas laisser le débat sur les armes devenir si polarisé que rien ne pourrait être fait. Le Canada avait déjà récemment interdit 1500 modèles d'armes de type militaire, après la mort de 23 personnes dans la pire fusillade de l'histoire du pays, en avril 2020. Pourtant, selon les statistiques officielles, les armes à feu ne sont impliquées que dans 3% des crimes violents au Canada. Mais le ministère de la Sécurité estime qu'1 million d'armes de poing circulent dans le pays, dont beaucoup sont importées illégalement des États-Unis. Des importations qui constituent le véritable problème pour l'opposition. L'annonce d'aujourd'hui ne se concentre pas sur la cause fondamentale de la violence armée dans nos villes, les armes à feu illégales introduites clandestinement au Canada par des gangs criminels. Cette annonce intervient à la suite de la fusillade dans l'école primaire d'Uvalde aux États-Unis, où 19 enfants ont été tués. Le projet de loi pourrait avoir du mal à passer devant le Parlement canadien, où le parti libéral de Justin Trudeau est minoritaire.
Il était question aussi cette semaine des crimes racistes en nette augmentation outre-Atlantique ces dernières années. C'est ce qu'a dénoncé le groupe BTS. Les stars coréennes étaient invitées d'honneur du président Joe Biden. C'est notre image de la semaine, ce cliché réalisé en plein cœur du bureau ovale. Explication en images avec Florence Gaillard. Derrière les grilles de la Maison-Blanche, les fans se pressent nombreux. Ils, et surtout elles, sont là pour leurs idoles venues de Corée du Sud, qui apparaissent quelques minutes plus tard dans la salle de presse anormalement bondée. Si les rois de la K-pop BTS sont à Washington, c'est pour délivrer un message on ne peut plus sérieux. Nous sommes dévastés par la montée des crimes de haine qui visent notamment les Américains d'origine asiatique. Pour que ces crimes s'arrêtent, nous profitons de cette occasion pour nous exprimer une fois de plus sur ce sujet. Nous remercions le président Biden de nous donner la chance de nous exprimer sur cette cause importante et de nous rappeler que nous pouvons agir en tant qu'artistes. Encore une fois, un grand merci. Et c'est bien avec le président des États-Unis qu'ils ont ensuite rendez-vous. Dans le bureau ovale, Joe Biden rappelle que la pandémie de Covid-19 a fait monter le racisme dans le pays, notamment à l'égard des Asiatiques. Beaucoup de nos concitoyens d'origine asiatique ont souffert d'une discrimination importante. La haine est tapie dans l'ombre. Mais quand des gens bien en parlent et disent à quel point c'est mauvais, alors elle recule. Avec BTS, le président Biden sait qu'il touche les millions d'admirateurs connectés à la plateforme du groupe à travers le monde. Stars, mais aussi influenceurs, les rois de la pop coréenne font partie des cibles de la Maison-Blanche pour séduire la jeunesse et lui faire passer des messages politiques. Et fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre tout de suite sur France 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.